Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla, et c'est surtout Corinne Salin-Mareux qui est Léla, et on va voir avec elle sur des positions bien réfléchies et montrer j'allais dire que le poids des mots a aussi son importance dans le croisement réunionnais. Bonne année Corinne Salin-Mareux. Bonne année Jismi, bonsoir. Et on dit toujours que ce qu'on dit a un impact. Oui. Et c'est ce qui est recherché de toute façon. Oui. Alors, quel est le premier impact qu'on va essayer de faire? L'impact de la responsabilité. Définissons. Définition, c'est une relation de cause à effet des choix et des actes qu'on décide de mettre en place, de dire, ou la façon dont on va agir a forcément un impact. Et l'impact peut être bon ou mauvais. Mais dans chacun des cas, il est souvent plus facile de prendre ses responsabilités quand l'impact est bon, mais beaucoup plus difficile de se remettre en question soi-même sur sa propre mise en œuvre dans un effet d'une cause qu'on a mis en place. Je dis souvent dans ce cas-là, est-ce qu'on peut anticiper, ça va être positif ou négatif, donc est-ce qu'on le fait ou pas? Et si c'est négatif, est-ce qu'on peut anticiper déjà ce qu'on va dire pour essayer d'apaiser un petit peu le fait qu'on a foiré quelque chose? Alors, on l'avait vu lors de la dernière émission, on avait lancé une bouée dans l'immensité des textes religieux, l'origine même de la création de l'homme et de la femme dans les textes saints. Et si on regarde, et c'est ça ce que Corinne Salin-Mareux fait, c'est de pointer du doigt parfois que les choses sont déjà pensées ou déjà écrites, et que lorsque ça se concrétise, on essaye de ne pas dire que est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon, qu'est-ce qu'on peut changer. C'est ça. Et la responsabilité, ça serait qu'on ait la capacité et le courage j'allais dire, pas de restituer, mais de corriger les erreurs. Oui, c'est ça, de prendre ses responsabilités, de corriger les erreurs, déjà de les reconnaître. Ça part de responsabilité dans quelque chose, dans une situation, et donc de se dire, comme j'ai une part de responsabilité, comment est-ce que je peux agir pour corriger le tir? Et dans l'histoire de cette petite île, et dans une histoire qui date de 1863 à aujourd'hui, ça fait peut-être à peine 300 ans d'histoire, il y a quand même eu quelques erreurs de décision que beaucoup n'ont pas souhaité, j'allais dire, prendre et se dire on a commis une erreur et reconnaître les erreurs. Reconnaître les erreurs dans un premier temps et puis de s'impliquer pour les corriger, pour corriger la donne. Et ce qui fait que dans cette société réunionnaise très métissée, entre l'esclavage, l'engagisme, les populations qui sont venues d'Afrique, d'Asie, beaucoup de Réunionnais aujourd'hui portent encore les souffrances commises par certains à l'encontre de leurs ancêtres. Oui, certains individus. Et c'est ça qui est dingue, c'est que souvent ce sont des individus parmi un groupe qui n'est pas forcément favorable aux mêmes actes et décisions de ces individus au sein d'un groupe, qui ont un impact énorme finalement sur une grande partie de la population ou à plus grande échelle sur le territoire ou sur le monde parfois. Et lorsqu'on parle du mal-être de la société réunionnaise, on oublie de regarder l'histoire, le passé. Parce que beaucoup de nos souffrances viennent de ces périodes. Et à travers le passé, ça explique la cause à effet de ce que l'on vit aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est vraiment après de se dire, ok, les faits sont là, la cause à effet est là, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comment est-ce qu'on prend un nouveau tournant pour améliorer les choses pour le bien-être collectif? Ce qui implique déjà une reconnaissance des faits. Exact. Et malheureusement, les auteurs de ces faits ne les reconnaissent pas. On parlait de ce procès à Saint-Benoît où des médecins ont stérilisé de force et à leur insu beaucoup de femmes de couleur. Et aujourd'hui encore, ces personnes n'ont pas été
réellement jugées, jugées, sanctionnées, et c'est même les femmes qui ont été déboutées. Oui, ce sont les femmes qui ont été déboutées. 1970-1971, hein, c'était la date du procès. Et puis à l'époque, on l'avait dit, seules 36 femmes ont réussi à maintenir leur dépôt de plainte, alors qu'elles ont été des milliers et des milliers à avoir subi toutes ces contraceptions, avortements et stérilisations forcées à leur insu. Donc, est-ce que en plus, finalement, la conclusion des tribunaux est-elle suffisamment punitive par rapport aux actes, à l'importance des actes réalisés et donc au stigmate que cela laisse sur les lignées suivantes et sur ces femmes? J'ai reçu il y a quelque temps un coup de fil d'une femme qui a fait partie des enfants de la Creuse et qui souhaite venir sur ce plateau, essayer de raconter sa souffrance. Et nous sommes en 2022 et on dit que le monde a évolué, que nous sommes plus civilisés, que nous sommes plus intelligents, et nous avons toujours autant de mal pour ceux qui ont souffert de dire leur souffrance, et pour ceux qui sont là, de prendre du temps pour les écouter. Et puis, 2022, évolution, c'est lent. Hein. C'est lent, très très lent. Oui, non seulement c'est long, c'est lent, mais le pire, c'est que nous n'arrivons pas, nous, à grandir, à nous préparer à entendre les souffrances, à comprendre les souffrances. Pas seulement d'entendre les souffrances des personnes qui ont souffert, mais aussi de comprendre pourquoi nous, on continue à transmettre les souffrances. Ouais, après là, on atteint un cercle spirituel, karmique, ou simplement du transgénérationnel. C'est ça, du transgénérationnel. Et puis, il y a tellement de tentacules dans cette sphère-là à prendre en considération, le spirituel, le transgénérationnel, l'éducation que les parents vont reproduire sans s'en rendre compte. Il y a une grande part de psychologie aussi. C'est très complexe et je pense que c'est un chemin de vie de toute façon, autant pour ceux qui subissent la souffrance de la personne par effet miroir, juste en fréquentant cette personne, ou bien la personne elle-même qui souffre. Toutes n'auront pas le même cheminement pour sortir de ça. Et quand bien même est-ce qu'il est possible d'en sortir? Encore une fois, on en revient à l'acceptation. Est-ce qu'il faut accepter sa douleur, accepter son passé et essayer de trouver une solution pour le retourner en sa faveur ou en la faveur d'autrui, pour aider autrui? Parce qu'on dit souvent, en psychologie, que les personnes les plus détruites arrivent à venir au secours des personnes les plus détruites. Parce qu'il y a cette forme d'empathie qui rentre en jeu. Moi, je pourrais poser une question. La première question que je pourrais poser, c'est est-ce qu'il y a une envie réelle de s'en sortir? Et oui, et est-ce qu'il y a une envie réelle de s'en sortir? Mais voilà, domaine psychologique. Est-ce que les personnes sont prêtes à se débarrasser de ce fardeau-là, de cette douleur? Voilà, exactement, de poser le fardeau. Ouais. Et on le voit avec le cas des enfants de la Creuse, parce que c'est un cas qui est facile à mettre en avant. Mais quand on prend le transgénérationnel, les enfants victimes de maltraitance, de violences sexuelles, d'alcoolisme de leurs parents ou de leurs grands-parents, ces enfants-là souffrent autant. Oui. Et je ne mets pas en avant les enfants issus de l'esclavage. Les héritiers de cette période qui s'est perpétuée, qui aujourd'hui encore portent les chaînes dans leur chair, dans leur psychologie. C'est pour ça que quand on se pose la question de la responsabilité, c'est vers qui on se tourne pour se dire mais si on souffre aujourd'hui, mais c'est qui nous a fait ça? Alors, qui nous a fait ça? Et puis, la responsabilité, on fait le choix de la conserver, cette douleur, ou de ne pas la conserver. Donc, si on revient sur la dernière bouée qu'on a achetée lors de la dernière émission, moi, je me suis demandé pourquoi est-ce que certaines écritures s'entêtent à rejeter la responsabilité sur la femme, depuis les créations originelles. Donc, aussi bien dans la religion chrétienne que dans la mythologie grecque, par exemple, on a Dieu homme qui a décidé de créer la femme à son image. D'accord ?
Par conséquent, est-ce qu'on pourrait, nous, les femmes, rejeter la responsabilité sur Dieu, homme, de nous avoir créés à son image, et donc les erreurs que nous avons faites ne sont-elles pas, d'une certaine façon, à l'image de l'homme qui nous a créés? Ah, je serais allé plus loin, en fait. D'abord, et je vais rendre hommage à celui qui l'a chanté, Dieu est une femme. J'arrive à trouver le nom de ce chanteur, ça va pas revenir tout de suite, on en parlera tout à l'heure. Dieu est une femme ou pas? C'est une question. Est-ce que cette femme est noire ou blanche? Autre question. Maintenant, après, quand on parle de Dieu, c'est une chose, mais quand on regarde l'évolution, la vie en groupe, depuis Toumaï, il y a 7,2 millions d'années, à aujourd'hui, la façon de vivre de l'homme, de la femme, ça c'est, j'allais dire, les traditions se sont créées. La femme, de par sa maternité, avait une place. Mais si on parle des Amazones, c'est autre chose. Si on parle de cette peuplade au Brésil, où la femme a 2 hommes, et que lorsqu'elle est enceinte, les 2 hommes s'occupent de l'enfant, c'est le regard qu'on a de la vie. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir un regard à travers le regard judéo-chrétien? Est-ce que la société doit être judéo-chrétienne? Est-ce qu'on doit vivre en fonction? Et c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est l'hypocrisie de ces hommes qui sont soi-disant chrétiens et qui, des 10 commandements, ils s'essuient les pieds dessus, quoi. Oui, on va à la messe et puis sur le parvis de l'église, on est déjà en train d'atteindre un des 10 commandements voilà. Et de le mettre en place à travers un jugement, à travers du déni, à travers voler aussi, un vol, ouais, le comportement et l'attitude. Donc, si je reviens à ces histoires de Dieu qui a créé la femme à son image, et donc, dans ce cas-là, est-ce que nos erreurs que nous avons commises ne sont pas le reflet de l'image de Dieu homme, si tant est que Dieu est un homme, nous a créés? Pour reprendre un exemple, et tu en as parlé tout à l'heure, quand un enfant dérive à l'âge adulte, avec des violences ou des condamnations, on a 2 cas de figure. Certains parents vont s'en prendre à l'enfant. Mais comment ça se fait que tu as fait ces choix-là qui t'ont conduit à être condamné, ou t'as pas écouté mes recommandations, etc., les mises en garde. Et puis on a d'autres parents, à l'inverse, on en parlait au début, qui vont se morfondre et se remettre en question. Mais où est-ce que j'ai merdé? Qu'est-ce que je n'ai pas dit ou pas fait? Où est-ce que j'ai loupé quelque chose dans l'éducation de mon enfant? Et ce parent-là va se remettre en question lui-même. Si je reprends un autre exemple qui nous concerne, quand un entrepreneur ou un artiste crée une offre ou une œuvre et qu'il le met en vente sur le marché, est-ce que l'entrepreneur... Admettons que l'œuvre ou le produit ou le service ne se vendent pas. L'entrepreneur et l'artiste, est-ce qu'ils vont s'en prendre au marché? Est-ce qu'ils vont s'en prendre aux clients en disant « Ouais, mais de toute façon, ils n'ont pas compris à quoi servait quel intérêt ils avaient à acheter mon service ou quel intérêt ils avaient à acheter mon œuvre. Ils n'ont pas compris mon œuvre. » Non. En règle générale, un bon entrepreneur, un bon artiste, fait preuve d'une grande humilité et se dit « Mais où est-ce que j'ai merdé? Qu'est-ce qui fait que mon œuvre ne se vend pas? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que j'ai mis tous les moyens possibles? Est-ce que j'ai positionné mon œuvre au bon endroit pour qu'elle soit vendue auprès des bonnes personnes? » Et l'entrepreneur, c'est la même chose. On prend ses responsabilités, on s'analyse soi-même. Corinne, la démarche que vous déclinez est bonne. Mais combien d'hommes ou de femmes ont cette honnêteté que vous préconisez pour aller aussi loin dans cette honnêteté pour dire où est-ce que je me suis trompé? Eh ben oui, mais là c'est libre à eux. Hein. C'est leur responsabilité d'avoir cette humilité, cette honnêteté. Faute. Ah, ça va marcher, c'est pas Eh ben c'est la voie de la facilité, ça. C'est la faute d'un tel. Mais j'ose espérer, Jismi, comme on le disait au début, qu'on est au 21e siècle, on est maintenant en 2022, on vient de traverser 3 années incroyables. Et normalement, je dis bien normalement, il y a quand même une minorité de la population mondiale qui a évolué, qui va au-delà des choses superficielles, qui va au-delà de la facilité
de remettre la responsabilité sur d'autres ou sur les apparences extérieures ou sur... il faut... Je pense qu'on est une minorité et comme on continue à être une minorité, à avoir un éveil, et ben forcément, ça prend beaucoup plus de temps et tout le monde n'est pas capable d'être un bon entrepreneur ou un bon artiste. Le temps, je pense que le temps vient du fait que ceux qui ont de l'argent définissent le cadre qu'ils ont besoin, comme actuellement. Ils savent s'entourer. Voilà. Et ils ont les moyens de le faire et ils imposent leurs lois. Ouais. Quand on est à la base, on n'a pas de moyens, on est souvent isolé, on a du mal à s'exprimer. C'est pas facile de se faire entendre et d'imposer quoi que ce soit. Donc c'est vraiment j'allais dire le pot de fer contre le pot de terre. Alors que faire pour que ce qu'on pense à ce moment-là et qui est sans doute bien, peut-être, j'allais dire, transmis, qu'on puisse se faire entendre, partager. Et même quand on trouve les moyens de le faire, c'est pas sûr que la personne qu'on va rencontrer, qu'on veut essayer d'aider, soit dans la posture qu'on souhaite. Mais parce que c'est propre à sa personnalité, à sa propre histoire. Au moment où vous vous adressez à elle, elle est déjà dans une position à cet instant T-là de sa vie à elle qui fait qu'elle l'entendra ou elle n'entendra pas l'opportunité qui se présente. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de responsabilité, la question... Pour moi, la plus importante, est-ce qu'on est déjà capable de savoir ce que c'est être responsable? Et si on sait, est-ce qu'on est capable d'être responsable? C'est une question philosophique et psychologique. Et c'est là, et on le voit avec cette période du Covid, comment les gens surtout l'État, au début, il fallait se vacciner, après, il fallait la première dose, la deuxième dose, le rappel arrive. Il y a un moment où on se dit, mais est-ce qu'ils savent où ils veulent aller? Est-ce qu'ils sont responsables? On a déjà cet exemple-là, qu'on vit et qu'on subit d'ailleurs. Et c'est pour ça que je dis que l'exemple vient souvent d'en haut, mais là, c'est un mauvais exemple qui vient d'en haut. Oh, ça fait longtemps que le gouvernement n'est plus un exemple, je pense. Il a perdu ce statut depuis belle lurette. D'ailleurs, ça serait intéressant de se pencher sur d'où vient la création du gouvernement. À quel moment le gouvernement a été créé et par qui? Pourquoi? Pour quelle raison? En quelle année? À la suite de quoi? On appelle ça la démocratie. C'est les représentants du peuple et c'est eux qui prennent des décisions pour nous. D'ailleurs, à l'époque, il me semble bien que le gouvernement, la politique, était guidée par les religions. Oui. Au tout départ de leur création. Effectivement. Mais si on remonte à l'époque d'avant Jésus-Christ, avec Claude, entre autres, empereur romain, je veux dire que la question de la démocratie était déjà posée. C'est il y a plus de 2000 ans. Mais c'est ce qui pourrait expliquer, du coup... si on reprend l'idée que le gouvernement a été créé sur une base religieuse au tout départ pour dominer finalement et guider en quelque sorte la démocratie, si on reprend la création de l'homme et de la femme dans les textes religieux, on dit bien que l'âme manifestée est scindée en deux sexes opposés. On ne dit pas qu'il y a une âme de plus haute valeur que l'autre. Mais ce sont très souvent les religions, voire certains corps politiques par la suite, qui ont fait en sorte de créer une disruption entre l'homme et la femme. Dans la Genèse 3, par exemple, qui est surnommée la chute par les experts bibliques, on souligne cette rupture entre l'homme et la femme. Donc vous voyez, c'est même pas au départ, c'est au fur et à mesure que les textes saints ont été traduits et écrits, qu'on a modifié les textes et leur compréhension. Et il existe un discours public qui se plaît à incriminer Ève, on en a parlé la dernière fois, pour avoir cédé aux tentations, d'avoir goûté le fruit défendu et donc d'avoir précipité leur bannissement au paradis. Et on revient à cette histoire de responsabilité, puisque quand Dieu interroge Adam pour savoir pourquoi est-ce qu'il a cédé à la tentation, Adam va dire « c'est pas moi, c'est Ève ». Et quand Dieu s'adresse à Ève pour lui demander « mais pourquoi est-ce que tu as mangé le fruit qu'on t'avait défendu ?» C'est le serpent. Ève va dire « c'est le serpent ». Donc, est-ce que... Ce qu'on voit là, c'est que chacun reporte sa responsabilité sur une tierce personne, sur une autre personne. Le judaïsme, par exemple, lui, il enseigne que la responsabilité de nos actes est individuelle.
et qu'elle doit être absolument assumée, et que la responsabilité doit être reconnue dans des effets collectifs, qui a un impact collectif, qui ont été causés par le choix individuel des actes de chacun. Les textes saints, souvent, enseignent de ne pas se reporter à une forme de responsabilité inégale, mais plutôt d'assumer chacun sa responsabilité pour faciliter l'harmonie. Rendez-vous compte que si chacun finit par assumer sa responsabilité, la reconnaître et donc agir en conséquence, on gagne déjà en harmonie dans les relations. Que ce soit homme-femme ou d'homme à homme ou de femme à femme, ou on peut même intégrer les enfants et les mineurs dans l'équation. Dans la religion juive, on a les femmes qui sont dispensées de certaines obligations qui sont précisées dans le texte religieux. Elles sont dispensées, par exemple, d'aller prier le matin, le midi et le soir, parce qu'en contrepartie, on compte énormément sur elles pour entourer la famille, pour subvenir à l'éducation et au bien-être de la famille. Alors, on l'a dit, le droit des femmes reste fragile. Même si on est en 2022, nos droits restent quand même fragiles. Et un des actes politiques qui a vraiment créé une forte disruption entre les hommes et les femmes, c'est le Code de Napoléon, en 1804. Puisque le Code de Napoléon, lui, il a créé une rupture dans l'équilibre des relations hommes-femmes en précisant que la femme doit vouer obéissance à son mari. Oui. À son père aussi. Et à son père. Et ça, c'est une loi, c'était vraiment sa loi qu'il a imposée. Et cette loi sera abrogée 134 ans plus tard. Donc imaginez en 134 ans déjà ce qu'on a pu laisser faire, laisser comprendre, et donc un ancrage beaucoup trop fort dans les éducations de chaque génération. La fille quittait l'autorité du père pour aller sous l'autorité du mari. On donnait la main de la fille, mineure d'ailleurs. À l'époque. Donc c'est vrai que la responsabilité à ce moment-là, on aura le temps parce qu'on arrive à la fin de cet échange, on va voir que combien la religion et la loi, bien sûr, et surtout que Napoléon avait pas mal de problèmes dans ses relations conjugales et extra-conjugales, pour voir comment la femme a vécu tous ces travers, parce que quelque part on a fait payer à la femme ce que l'homme n'arrivait pas à poser, c'est d'avoir une harmonie en lui-même et d'être stable, parce que, qu'on le veuille ou pas, la femme est pour l'homme le miroir qui lui montre qu'il est quand même faible. Alors, et il apparaît même que ce sont très souvent... les antiféministes, très souvent, sont issus de corps politiques, parce que d'extrême droite notamment, et des conservateurs, parce que les hommes craignaient de perdre leur pouvoir en laissant les femmes voter, aller bénéficier d'un enseignement éducatif, diplômant, d'avoir un travail, d'ouvrir son compte en banque. Enfin, rendez-vous compte à quel point la femme était dans une cloche. L'homme a peur de la femme, c'est une chose. On en reviendra, parce qu'on vient de passer de 3 minutes le temps qui nous est imparti. On verra que l'homme a vraiment peur de la femme et qu'il a tout fait pour que la femme ne soit réduite à une portion congrue. Je parle de son autorité et de son pouvoir. Voilà. Et donc, l'impact des responsabilités. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir une évolution de nos relations hommes-femmes au XXIe siècle? La question est posée. En tout cas, ça nous donne à réfléchir. On pourra le faire tout le long de l'année déjà, d'une part, et on verra comment, avec Corinne Savon-Mareux et avec vous aussi, comment faire évoluer la place de cette femme. On marque une pause, on se retrouve dans un instant.